Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans le débat sur Direct Gestion. Tous les matins 9h30 à 10h, on fait le tour de l'actualité économique et financière. Ce matin, on va se concentrer non pas sur Mario Draghi, mais on pourra en dire quand même un mot, on est jour de BCE après tout, mais sur les petites et moyennes valeurs, ces valeurs qui, on va le voir, bougent dans tous les sens. Il y a du plus, il y a du moins. On va en parler avec nos deux experts, Sébastien Ribeiro, le gérant chez Cairn Finance. Bonjour Sébastien. Bonjour, et Eric Lewin, spécialiste des mid-cap aux publications Agora. Bonjour Eric. Bonjour à tous. Comme d'habitude, messieurs, on va commencer par commenter l'édito, vous l'avez peut-être entendu, c'était il y a quelques minutes. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, est devenu papa et dans la foulée, il annonçait dans une lettre assez poignante qu'il allait céder 99% de sa fortune, soit environ 45 milliards d'euros dans la grosse louche, à sa propre fondation. Qu'est-ce que ça vous inspire, Sébastien ? Bah écoutez, pas grand-chose, c'est un beau geste. Il organise également son patrimoine, en fait. Les fondations, voilà, derrière la fondation caritative, c'est quand même un moyen commun, Warren Buffett l'a fait, Bill Gates également, d'organiser son patrimoine parce qu'on paye un petit peu moins de plus-value, un petit peu moins de succession. Ça, c'est pour le côté un peu moins, peut-être glamour du sujet. Eric, un commentaire ? Non, mais il en reste un petit peu quand même. C'est un beau geste, c'est très commun aux États-Unis, c'est très courant. On crée des fondations, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Est-ce qu'on devrait faire ça en France plutôt que d'avoir des niches fiscales coûteuses, compliquées, des montages ? Il faut demander à nos patrons milliardaires. C'est pas moi de le dire. Non, c'est une bonne idée, ça va dans le bon sens. Maintenant, c'est un geste aussi hautement symbolique. Sur lequel j'ai pas grand chose à dire parce que finalement, ça va dans l'air du temps aux États-Unis. On est moins habitué à ça en France. Aux États-Unis, il y a beaucoup de très grands patrons qui font ça. Bon, on a peut-être pas non plus d'exemple de société. Bon, c'est vrai qu'il y a Xavier Niel qui est parti petit et puis qui a Gérard Brémond chez Pierre et Vacances. Qui ça, pardon ? Gérard Brémont chez Pierre et Vacances qui a fait à peu près la même chose. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a vraiment cette boîte qui est devenue, la boîte quand même qui réunit plus d'1 milliard d'utilisateurs qu'on utilise chacun d'entre nous, peut-être pas tous les jours, mais presque. Formidable success story, aventure mondiale. Ça s'était pas très bien passé d'ailleurs à l'introduction en bourse, puisque la valorisation, on va en parler des valorisations en ce moment, c'est un sujet intéressant, avait un petit peu déçu le marché, peut-être trop haut, et puis ça a bien rattrapé parce que le modèle est là et il gagne beaucoup d'argent. Oui, après c'est un exercice assez délicat de valoriser des sociétés qui n'ont pas à proprement parler de modèle économique pour le moment. Donc ça crée de la volatilité, mais effectivement, parce que bon, j'ai plus tous les chiffres en tête, mais ça avait baissé. C'est vrai que ça avait beaucoup baissé sur les débuts, mais ça s'était assez vite repris, je crois. Introduit aux alentours de 100 milliards de dollars, ça paraissait stratosphérique, ça avait baissé de moitié, environ de 40 dollars, c'était tombé à 20 dollars. Là, on s'est dit c'est fini. Et puis les résultats sont arrivés et on voit que c'est vraiment la cash machine, à l'instar des Google, d'Amazon, pas Amazon, ça ne me regarde pas, mais sur Facebook, en fait, c'est la pub aujourd'hui qui est l'essentiel des revenus. Et la boîte aujourd'hui vaut plus de 240 milliards de dollars. C'est pas mal, ça va être plus modeste. Eric, ça vous inspire un petit commentaire ? Est-ce qu'on a des pépites comme ça françaises dans le monde d'Internet ? Le problème, c'est quand même des États-Unis que vient le grand vent technologique. Donc les énormes capitalisations boursières, les Facebook, les Google ou encore les Uber, parce qu'il faut rappeler que Uber, qui n'est pas coté, vaut quand même entre 50 et 60 milliards de dollars. C'est-à-dire que la valorisation en 2 ans a été multipliée par 3. Donc on n'a pas ça encore en France. On a de très beaux dossiers, on a de très belles pépites, mais on a un problème pour les technologiques. Je faisais un débat récemment sur une chaîne concurrente sur les technologiques, et c'est vrai qu'en général, on a l'exemple avec Criteo, les technologiques vont plus souvent se coter aux États-Unis, où les modèles de valorisation sont complètement différents, et surtout il y a beaucoup d'analystes spécialisés sur la tech, qui comprend bien la tech, alors qu'en France c'est un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire que les dernières années, à part Showroom Privé qui a fait ses premiers pas en bourse, des premiers pas qui ont été un petit peu hésitants puisque le titre est en recul de 10% par rapport à sa première cotation, quand on est une grosse tech, on va plus facilement lever de l'argent aux États-Unis, et c'est le vrai problème. Ouais, et puis showroom privé, alors on demande son avis au gérant parce qu'effectivement on peut démarrer là-dessus. Ces introductions en bourse, elles sont compliquées en ce moment. On a vu, il y avait showroom privé, effectivement, démarrage assez poussif, toujours en dessous du cours d'introduction, ça c'est assez classique. Mais il y en a d'autres qui ont été carrément reportés. On pense à Deezer, à Ouverture. Est-ce que vous avez regardé ces dossiers, Sébastien ? Oui, Deezer, on avait regardé. Ouverture, on est porteur de dette chez Cairn, donc on connaît assez bien le dossier aussi. Mais Deezer, c'est ce que disait Eric, c'est la culture française et européenne est peut-être moins poussée qu'aux États-Unis pour ces modèles où Deezer, dans leur document de base, ils ne prévoyaient pas un EBITDA positif avant 2018-2019. Donc je pense que la culture européenne et française n'est peut-être pas effectivement adaptée à ces boîtes tech où
pour rivaliser avec les grands américains, il faut adapter le même modèle. Donc c'est un modèle d'OPEX et donc il faut accepter de faire des pertes qui sont souvent assez importantes. Vous avez dit un gros mot, l'OPEX, on ne sait pas ce que c'est. OPEX, oui, excusez-moi, les coûts opérationnels, ouais, c'est vrai. D'accord. Donc là, trop important pour ce type de boîte où les investisseurs se sont un peu été frileux. On en avait déjà parlé peut-être le mois dernier. Il y avait ça, et puis après, Deezer, ils sont quand même face à deux monstres. Il y a Spotify d'un côté, Apple Music de l'autre. C'est pas non plus l'histoire Deezer. Moi, je suis utilisateur de Deezer, donc j'aime beaucoup, mais c'est quand même pas une histoire très simple. Vous êtes quand même face à deux monstres, que ce soit Spotify ou Apple Music, et puis on peut-être un autre. Ouais, et puis tout le monde est sur le même prix, le même modèle, le même catalogue. Le jour où il y en a un qui baisse de 50%. La différence, il y a un peu de différence quand même sur la techno, sur l'algorithme, vous savez, qui vous fait fonctionner comme une radio. Et puis les négociations avec les majors de la musique, exactement. Ouais. Bon, c'est bien, on entend qu'on travaille en musique chez Keren Finance. Eric, on avait parlé justement de ce dossier, 10 heures compliqué, valorisation aussi peut-être un peu tendue à une époque où. Il y a de la liquidité sur les marchés. Certaines boîtes, peut-être en use, en abus, se disent le marché est réceptif, on peut mettre n'importe quelle fourchette en ce moment. C'est pas le cas. Écoutez, sur Deezer, moi j'avais assisté au conf call, je les avais trouvés d'une prétention hallucinante, d'une arrogance. Ça m'a fait penser à un dossier aussi qui a fait un couac énorme, c'est Viadeo. J'avais été à la présentation des résultats de Viadeo il y a 1 an et demi, c'était à 17,50 €. L'IPO, c'était une catastrophe ambulante. Très mauvaise réponse à tous les chiffres, très mauvaise présentation. Sur Deezer, j'ai absolument le même sentiment, avec une demi-heure de présentation et puis surtout un dossier, Sébastien le disait, qui est complètement coincé entre Spotify et surtout Apple Music qui grignote des parts de marché. Et YouTube qui vient d'arriver aussi. Donc c'est très compliqué, de ce côté, d'autant plus que je crois qu'on était sur une valorisation proche de 1 milliard, ce qui était énorme. La société était déficitaire, il n'y avait pas d'équilibre opérationnel, je crois, avant 2017-2018. Bref, il y avait beaucoup d'incertitudes. Il y a eu aussi un petit couac que vous n'avez pas noté sur un petit dossier de boulangerie industrielle qui s'appelle Poulaillon, qui devait faire son entrée en bourse au cours de 9,50 €. Ils ont reporté d'une semaine leur levée de fonds. Finalement, ils sont sortis à 5,10 €. Ils devaient lever 10 millions d'euros, ils n'ont levé que 6 millions d'euros. Et ça veut dire que très souvent, les IPO, notamment sur les petites sociétés, très souvent, il y a une énorme valorisation ou survalorisation à l'introduction. Ce qui fait que souvent les premiers pas boursiers sont extrêmement difficiles, voire l'opération reportée. C'est pour cela qu'il faut mieux, quand on est un patron d'une petite entreprise, je parle de sociétés qui font par exemple moins de 100 millions d'euros, il faut peut-être à l'introduction être moins gourmand, moins penser au prix, mais plutôt à la levée de fonds, que faire l'inverse. Parce que quand on fait l'inverse, souvent, on a des problèmes. Parce que dans le cas de Poulaillon, qui voulait lever 10 millions, il ne lève que 6 millions d'euros. Il devait développer des boutiques, on ne sait pas ce qui va se passer. Il devait développer une eau minérale, on ne sait pas ce qui va se passer. Parce qu'entre 10 millions et 6 millions levés de fonds, il y a quand même un spread de 4 millions d'euros. Et donc vous avez des besoins, vous avez toujours les mêmes besoins. Mais comment faire pour allouer l'argent? Donc ce que je veux dire, c'est que très souvent, on a ce problème dans le monde des small caps et des mid caps, c'est-à-dire que les introductions sont survalorisées. C'est-à-dire qu'on rend la mariée beaucoup trop belle et il y a beaucoup de couacs. Alors en ce moment, donc difficile de lever l'argent. Poulaillon entre enfin en bourse par la petite porte, à lire sur la bourse au quotidien des publications, un article signé Eric Lewin. On va quand même s'intéresser à ce segment des marchés de mid-cap. Si on dézoome un petit peu à part ces dernières opérations, c'est quand même un compartiment, vous le connaissez très bien Sébastien, qui va bien et qui surperforme par rapport aux grandes valeurs du CAC 40. Oui, non mais ça c'est effectivement une vérité cette année, mais c'est une vérité quasi historique, à part quelques années de baisse ou de sous-performance. Mais pour revenir sur les propos d'Eric, moi je trouve que c'est plutôt bon signe que les investisseurs soient exigeants en termes de valorisation sur les introductions en bourse, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'euphorie, il n'y a pas d'euphorie, il n'y a pas de bulle. Et comme vous le disiez, je pense que c'est les prix au début sont des prix de vendeurs, ne sont pas des prix d'acheteurs. Il faut que les sociétés, il faut que les patrons acceptent de construire une histoire boursière et de tout configurer sur des éléments, pas des prix de sortie. Souvent un patron, vous savez, on parle de sociétés quand même qui sont souvent familiales, etc. C'est son patrimoine, c'est surtout ce qu'il a créé. Mais il reste souvent en contrôle en plus, non? Oui, il reste souvent en contrôle, mais je dirais pas que c'est une question d'ego, parce que là, comme disait Eric, le passer de 10 à 6, ça a quand même des impacts. C'est une question, il y a quand même un aspect valorisation du patrimoine. Alors, tant que vous n'êtes pas vendeur, ça n'a pas d'impact, mais ça joue quand même un petit peu. Et puis après, pour revenir sur Poulaillon et sur toutes les autres, parce que toutes les introductions, d'une manière générale, depuis 12-18 mois, se passent
souvent dans le bas de fourchette, mais une opération qui se fait dans le bas de fourchette, vous voyez, Poulaillon, alors ça a été coté qu'hier, donc on ne peut pas savoir, mais hier, c'était une belle performance, par exemple, ça a pris 5-6%. Vous préférez le modèle où effectivement ça part doucement et puis ça vit sa vie boursière? Ah oui, plutôt qu'un modèle tiré dans tous les sens, et puis ça apprend à découvrir la société, vous voyez, vous le disiez très bien, il y a des ouvertures de magasins. Alors moi, je pense que 10 millions, c'était peut-être un peu trop, parce que la réalité dans ce métier, c'est que quand vous ouvrez des magasins, bon, vous payez le BFR, etc., mais très vite, vu que vous êtes à BFR négatif, l'autofinancement se fait bien. Après, il y a effectivement l'autre source, mais pour lequel les investissements avaient été faits. Voilà, nous, typiquement, de Poulaillon, c'est un dossier qu'on n'aurait pas fait sur les premières valorisations. Et non, mais on en a fait, du coup, quand ils ont revu les valorisations à la baisse, on en a fait. D'accord, donc vous êtes rentré. Bon, exactement. C'est intéressant, hein, puisque... et sur le comportement, sur votre première question, pardon Fabrice, sur le comportement des small mid, on voit encore au mois de novembre, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je crois que le CAC fait un peu plus de 1% et le CAC small mid... 3%. Ouais, voilà. 2,40 hein, selon les chiffres que vous avez envoyés hier. Alors on va le voir, hein, on a des tableaux extraits de Bloomberg de date à date. Hein, premier au 30 novembre, il y a des très belles performances, c'est incroyable. Bon, après c'est des dossiers compliqués, c'est souvent dans des petits prix, on va dire. Si vous voulez les sociétés. Alors ouais, on a VetAffaire, GFI Informatique LDLC, VetAffaire 68%, GFI Informatique, ça c'est un petit peu particulier parce qu'il y a eu une opération de rapprochement avec Manheim Corporation, 34%. Eric, vous avez suivi cette opération? Écoutez, ça fait 10 ans que je suis ce dossier, ça fait 10 ans que le dossier est opéable. Ils avaient refusé, je crois en 2007, de Fujitsu une OPA à 8,50 €. Finalement, ils l'ont. Il faut savoir qu'il y avait des fonds, notamment les fonds d'Apax, dans le capital, et c'est une opération qui ne me surprend pas du tout, parce que dans ce monde des services informatiques, j'en parlais récemment avec Guy Mamoumani, le patron du Syntec, les donneurs d'ordre sont de plus en plus exigeants. C'est-à-dire qu'ils exigent non seulement des baisses de prix, mais de travailler avec des très gros groupes. Et donc quand vous êtes un petit groupe, vous avez de plus en plus de mal. Il faut savoir qu'à Paris, le marché est extrêmement atomisé. C'est-à-dire que ce soit dans la R&D externalisée avec des groupes comme OSI ou comme Infotel, ou dans ce qu'on appelle les SS2I, mais maintenant les ESN, on a des marchés très atomisés. Donc on va avoir sur 2016, sur 2017, encore pas mal d'opérations. Vous êtes étonné par l'acquéreur particulier, un groupe qatari, Manheim Corporation? Très honnêtement, je ne connaissais pas beaucoup ce groupe qatari. Je sais que c'est un conglomérat. Ce qui était rigolo, c'est que GFI Informatique était sponsor du Paris Saint-Germain handball. Ouais, tout à fait. Et que Manheim, on sait qu'il y a le PSG derrière. Enfin, bon. Non, je n'ai pas été étonné. Je suis pas étonné que l'opération soit faite. Il y a aussi Solucom qui a racheté les activités européennes de Kurt Salmon dans le conseil. Dans le conseil stratégique, le groupe va quasiment doubler de taille. Ça, c'est aussi une très belle opération. Solucom, très beau dossier, qui est à son plus haut niveau, je dirais pas historique, mais au moins depuis 6-7 ans. J'aime beaucoup encore ce dossier. Vous avez été surpris par cette fusion, vous suivez le dossier GFI? GFI, je suis pas particulièrement, mais les services informatiques, je les suis. Solcom, je confirme. Enfin, moi aussi, je pense également que c'est un très beau dossier, malgré le parcours boursier. Et je crois qu'on avait eu ces propos la dernière fois que j'étais venu, mais il y a un élément quand même assez fort, c'est que là où il y a le plus de croissance aujourd'hui en France, c'est quand même dans ces services informatiques ou dans les ESN maintenant. Il y a des croissances organiques assez impressionnantes. Moi, des secteurs que je suis, c'est là où il y a le plus de croissance depuis le début d'année. Donc forcément, ça crée un peu, ça aiguise les appétits et sur des valorisations qui sont assez faibles, hein, parce que GFI Informatique, sur la sortie, ça reste tout à fait raisonnable. Ouais, on a une reprise de cycle, donc c'est vrai, les très grands en profitent, hein, les Capgemini dans le CAC 40, les Atos, mais également effectivement de GFI avec des rapprochements qui se concrétisent justement. On en reparle de toutes ces valeurs, on va faire justement un panel de petites et moyennes valeurs, les préférés des gérants et analystes. Ça sera dans un instant la deuxième partie de Direct Gestion spéciale Mid-Cap ce matin. À tout de suite. Quand on aime l'action, on se lance sans la moindre hésitation, le plus simplement du monde. On aime que ça avance. Mais pas à n'importe quel prix. Et on en veut toujours plus.
Sur Bing.fr, la bourse en ligne, c'est simple, moins cher, performant et spécialement conçu pour les investisseurs actifs. Bing.fr, vous allez aimer l'action.